Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée reçue, une idée vraiment tenace et, pour être honnête, assez dangereuse. L'idée qu'en Israël, un cadeau fait à un proche, c'est automatiquement sans impôt. Eh bien, cette petite supposition, elle peut coûter très très cher. Alors, première question, et elle peut paraître un peu philosophique comme ça, un cadeau, est-ce que c'est vraiment gratuit? D'un point de vue émotionnel, oui, bien sûr. Mais aux yeux de l'administration fiscale israélienne, la réponse est beaucoup moins simple. Et voilà, la réponse, elle tombe comme un coup près. Pour le fisc israélien, donner un bien, c'est vendre un bien. C'est un principe totalement contre-intuitif, je vous l'accorde, mais c'est la base de tout. Et c'est justement parce que c'est contre-intuitif que tant de gens tombent dans le panneau. Alors, voilà notre programme pour y voir plus clair. On va d'abord déconstruire ce fameux mythe du cadeau gratuit. Ensuite, on va plonger dans ce concept de donation-vente. Puis on verra qu'il existe quand même des clés pour obtenir une exonération. On s'attaquera ensuite au gros morceau, le piège international. On analysera un cas pratique fascinant, un vrai château de cartes fiscales. Et on finira bien sûr avec des conseils concrets pour se protéger. Vous savez, offrir un cadeau, transmettre quelque chose, c'est un geste magnifique, rempli de bonnes intentions. Mais le problème, c'est que sans connaître les règles du jeu fiscal, cette bonne intention peut très vite se transformer en un véritable casse-tête financier, avec des impôts imprévus qui peuvent être vraiment douloureux. Allez, on entre dans le vif du sujet, c'est vraiment le point de départ de toute réflexion. Pour le fisc, le simple fait de transmettre un bien de votre vivant n'est pas un acte anodin, c'est un événement fiscal. Voyons un peu plus en détail pourquoi. Voilà l'équation qu'il faut absolument graver dans sa mémoire. Donation égale vente. Ce n'est pas une interprétation, c'est écrit noir sur blanc dans l'article 88 de la loi. La définition du mot vente est très large et englobe explicitement la donation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fisc va regarder la valeur de marché du bien au jour du don et calculer une plus-value, comme si vous l'aviez vendu. Attention, il faut faire une distinction absolument cruciale avec l'héritage. Une donation, c'est de son vivant, et c'est une vente taxable. Une succession, ça se passe après le décès, et ce n'est pas une vente aux yeux du fisc. Et comme il n'y a pas d'impôt sur les successions en Israël, le transfert aux héritiers est totalement neutre fiscalement. C'est une différence fondamentale à comprendre. Bon, je sens que l'ambiance est un peu plombée. On a établi qu'une donation est taxable par défaut. Mais heureusement, il y a une porte de sortie. La loi a prévu une exonération dans un article bien précis, le 97A5. Mais pour ouvrir cette porte, il faut avoir les 3 clés. Et il les faut toutes. Et voici ces fameuses clés. Le mot le plus important ici, c'est cumulative. Si une seule de ces conditions n'est pas remplie, la porte reste fermée et l'exonération saute. La première, le bénéficiaire doit être un proche, facile. La deuxième, le cadeau doit être un vrai cadeau, sans aucune contrepartie, même déguisée. Et la troisième, la plus critique, celle qui est à l'origine de la plupart des erreurs, le bénéficiaire doit être résident fiscal israélien. Et cette troisième condition nous amène tout droit au chapitre le plus complexe, celui qui concerne énormément de familles aujourd'hui, les donations internationales. C'est vraiment là que se cachent les pièges les plus subtils et les plus coûteux. Regardons bien ces deux situations qui sont le miroir l'une de l'autre. D'un côté, si un résident israélien donne un bien à son fils qui vit à Paris, par exemple, eh bien, la condition de résidence n'est pas remplie. L'exonération ne s'applique pas. C'est donc le donateur, en Israël, qui paie l'impôt sur la plus-value. À l'inverse, si un parent vivant à Paris donne un bien à son fils résident en Israël, là, ça marche. La réception du cadeau est bien exonérée pour le fils. Mais attention, le mot-clé est « différé ». L'impôt n'est pas annulé, il est juste reporté. Et comment sera calculé cet impôt? Le jour où le bien sera vendu. Par défaut, c'est la subrogation. C'est-à-dire que le bénéficiaire se met littéralement dans les chaussures du donateur. Il hérite de l'historique fiscal du bien. S'il a été acheté il y a 50 ans pour une bouchée de pain, l'impôt portera sur 50 ans de plus-value. L'autre option, bien meilleure, c'est la réévaluation ou step-up, mais elle n'est pas automatique. Il faut la demander au fisc via une procédure de pré-ruling. Ça permet de figer le prix d'achat à la valeur du jour du don. Et là, l'impôt futur ne portera que sur la plus-value générée depuis le don. L'économie peut être juste colossale. Pour bien illustrer à quel point tout ça est sensible, rien de mieux qu'un cas concret. Une décision de justice, la 8549-17, qui est une leçon magistrale sur comment une stratégie fiscale qui semble absolument parfaite sur le papier peut s'écrouler, comme un château de cartes. Alors, voilà les personnages. On a un père qui vit à l'étranger. Son fils, qui est un nouvel immigrant en Israël, un Olé Hadash, et qui a donc droit à une exonération d'impôt de 10 ans sur ses revenus étrangers. L'actif en jeu, des actions d'une société israélienne qui valent une fortune. Et l'objectif, vous l'avez deviné, combiner les avantages de chacun pour vendre ses actions sans payer un shekel d'impôt. Le plan était franchement brillant, en 2 étapes.
Étape 1, le père donne les actions à son fils. Comme le fils est résident israélien, c'est une donation exonérée. Coche. Étape 2, le fils, en tant que nouvel immigrant, vend les actions. Et là, il demande son exonération personnelle en disant, en quelque sorte, fiscalement, c'est comme si j'avais acquis ces actions avant même de venir en Israël. Sur le papier, ça semblait totalement blindé. Sauf que le fisc a trouvé le tout petit grain de sable, la petite ligne dans la loi qui a fait s'effondrer tout le montage. Dans leur décision, les juges parlent d'une incompatibilité fondamentale entre les deux demandes. C'est ce qu'on pourrait appeler l'exception fatale. Et voilà pourquoi ça n'a pas marché. C'est très technique, mais l'idée est simple. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. La loi dit très clairement que l'exonération du nouvel immigrant ne fonctionne pas pour un bien qui a été reçu via une donation elle-même exonérée. C'est comme si la première exonération avait contaminé le bien, le rendant impropre à bénéficier de la seconde. L'un annule l'autre. Le château de cartes s'est écroulé. Bon, après cette histoire qui fait un peu froid dans le dos, la question est comment faire pour que notre générosité reste une bénédiction et ne se transforme pas en fardeau fiscal? On va passer aux conseils pratiques et aux points à ne surtout pas oublier. Il y a 3 points à garder en tête en permanence. Premièrement, tout ce qu'on a dit concerne les actifs en général, mais pour l'immobilier, c'est encore un autre monde, avec ses propres lois. Deuxièmement, attention à la taxe de sortie, ou exit tax, si on quitte Israël après avoir été résident. Et troisièmement, un point crucial souvent ignoré, même si la donation est 100% exonérée, on a l'obligation de la déclarer au fisc dans les 30 jours. Exonération d'impôt ne veut pas dire exonération de déclaration. C'est une question très pratique qui revient tout le temps. Est-ce qu'on est obligé de faire un papier, un contrat, de passer par un avocat pour faire une donation? La réponse est un grand oui, c'est absolument essentiel. Et pas forcément pour le fisc. C'est surtout une nécessité pour la famille. Un accord de donation bien rédigé peut par exemple protéger le bien en cas de divorce du bénéficiaire. Et surtout, il met les choses au clair, il clarifie les intentions et ça peut éviter des drames familiaux des années plus tard en assurant un équilibre entre les enfants. S'il ne fallait retenir qu'une seule et unique chose de tout ce qu'on vient de dire, ce serait celle-ci. Ne jamais, jamais faire de suppositions. Ce qui ressemble à un simple geste d'amour familial est en réalité un acte juridique et fiscal d'une grande complexité. Planifier, se faire conseiller, ce n'est pas un luxe, c'est une absolue nécessité. Je vous laisse donc avec cette question finale. Pour réfléchir, cette générosité que l'on souhaite exprimer est-elle vraiment bien protégée? Pour que la réponse soit oui, pour s'assurer que ce geste protège le patrimoine et, surtout, l'harmonie familiale, il n'y a pas de secret, il faut anticiper et planifier. Merci beaucoup pour votre attention.